Bonjour, bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous. C'est Le Monde en 7 ce samedi 12 avril 2024. Voici les sujets que nous allons aborder. La République démocratique du Congo, on parlera de ce retour annoncé de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Nous évoquerons également le Gabon. C'est aujourd'hui que les Gabonais sont aux urnes au moment où nous faisons cette émission. Ils sont en train d'élire leur prochain président de la République. Nous parlerons ensuite de l'Algérie et du Mali. Ces tensions vives entre deux voisins après l'abattage d'un drone appartenant à l'armée malienne. Et puis le dernier sujet, on parlera du Togo pour évoquer la fin du recensement pour la révision des listes électorales dans la zone 1. Deux invités sur le plateau avec moi pour faire le débat. Yao Eklo Nukunu, président du mouvement Ton de la jeunesse patriotique. Yao Nukunu, bonsoir. Bonsoir à vous, Excellence M. Samuel. Bonsoir à tous vos collaborateurs ici à New World TV et à tous ceux qui suivent la chaîne New World TV un peu partout dans le monde. Et face à vous, Dominique Lacmon. Dominique Lacmon est leader panafricain pour le développement. Bonsoir Dominique. Bonsoir Samuel, bonsoir mon frère d'Enfance. C'est un réel plaisir qu'on se retrouve encore pour ce partage. Bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de New World TV. Et merci d'accepter l'invitation de cette émission. Merci. C'est avec la République démocratique du Congo que nous commençons cette émission. L'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, officiellement installé en Afrique du Sud depuis 1 an, a annoncé son prochain retour dans son pays natal. Sortant du silence, Joseph Kabila a justifié sa décision dans une déclaration écrite datant du 8 avril dernier. Il explique vouloir contribuer à trouver une issue à la situation sécuritaire et institutionnelle. Après 6 ans d'absence et 1 année d'exil, l'ancien président Kabila explique donc vouloir rentrer sans délai pour autant, il n'a donné aucune date. Il a ajouté qu'il commencera sa visite dans l'est du pays sans nommer de région précise. Dominique Lacmon, on connaît le contexte sécuritaire de la RDC aujourd'hui. Est-ce que dans ce contexte, le retour de Joseph Kabila est à saluer ou simplement ça risque de jeter de l'huile sur le feu? Merci beaucoup. Est-ce que son retour est à saluer? Je ne pense pas que c'est un retour salutaire parce que, comme on le connaît, Joseph Kabila est un ancien président qui a passé la main à Félix Tshisekedi dans un contexte de contrat auquel Joseph Kabila et Félix Tshisekedi à la suite n'a pas tenu. N'a pas voulu respecter les accords de leur deal parce que vous n'êtes pas sans savoir que le contexte dans lequel Félix Tshisekedi a quitté le pouvoir était un contexte aussi délétère. Ça devait trébucher sur une crise politique, mais Joseph Kabila a choisi remettre le pouvoir à Félix Tshisekedi selon un accord. Mais à la suite, quand on reste au pouvoir, l'appétit mange en venant et que Félix Tshisekedi ne se voyait pas trop président autoritaire, a voulu essayer de rompre ou bien de négliger certains points de ces accords qui n'a pas aussi plu Joseph Kabila qui a vu son ami qui prenait des distances. Il était obligé d'aller en exil parce qu'il a été en exil pas pour des sentiments de plaisir, c'est parce qu'il se sentait aussi un peu menacé. Et vous avez vu tout ce qui a été après son départ et tout ce qui s'est passé dans le nord, dans l'est de ce pays avec son ami d'hier qui a rejoint les groupes de rebelles. Je voulais parler de Corneille Nangaa qui a aussi de la CENI qui a proclamé les résultats en faveur de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, si Joseph Kabila veut annoncer son retour en passant par l'Est, ça dit que c'est une zone que lui-même qui a sous son contrôle, puisque je ne vois pas. Il a nié toute acquaintance avec le M23. Non, mais il peut pas dire la vérité. Mais ce qui m'étonnerait parce que cette situation, lui aussi l'a connu sous son air. Ce n'est pas une situation nouvelle à Félix Tshisekedi. C'est pourquoi je trouve les hommes politiques congolais de mauvaise foi en fait. Vous voyez, c'est une situation qui était sous l'ère Kabila, il n'a pas pu gérer toutes les rébellions qui se visaient au l'est de son pays. Aujourd'hui, il est à l'extérieur, il s'est fait
croire comme s'il n'en avait rien pendant son mandat. Qu'est-ce qu'il a pu faire pour régler les litiges qui sévissaient dans l'Est de la RDC? La RDC a été toujours, depuis longtemps, convoitée par les rebelles, les groupes rebelles, pas seulement les M23. Il y a les trucs qui étaient... il y a des dizaines de groupes armés beaucoup de dizaines actifs dans l'Est, mais c'était sous son air. Aujourd'hui, il fait comme si tout était rejeté sous le dos de Félix Tshisekedi, comme c'est lui qui a été, c'est lui qui est l'initiateur de ces conflits-là. Je pense que Félix Tshisekedi a une idée derrière sa tête, c'est de revenir en force et reprendre son pouvoir qu'il n'a pas voulu céder parce que c'était sous la pression internationale qu'il a fait ce deal avec Tshisekedi. Pour lui, après un mandat, il devait revenir. Et quand il voit Félix Tshisekedi s'accrocher toujours au pouvoir, donc pour lui, c'est que revenir en tant que président par la voie normale en RDC serait très compliqué. Donc, en tant qu'un ancien militaire, il choisit la voie de la déstabilisation et de l'embrouille pour revenir. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Le timing choisi par Joseph Kabila pour annoncer son retour. J'ai parlé de ce contexte sécuritaire, politique qu'on connaît. Est-ce que pour lui qui vit en exil depuis un an, il trouve que militairement, Félix Tshisekedi perd le contrôle et donc c'est le moment pour lui de rentrer au pays? Ben, écoutez, Monsieur Samuel, vous savez, il faut surtout faire remarquer que les acteurs politiques africains, ils se confondent toujours dans des calculs d'intérêts partisans et qui ne soient pas en faveur du pays, en faveur du peuple. Oui. Et il manque de sincérité. Et alors, tel que venait de le relater, de prendre l'historique des relations entre Monsieur Tshisekedi, et le président Tshisekedi et l'ex-président Kabila, ces réalités-là témoignent de ce que malheureusement nos acteurs politiques où nous manquons de témoigner, de refléter l'esprit patriotique, l'esprit républicain. Et nous sommes beaucoup plus guidés par les intérêts personnels. C'est pourquoi ces genres de situations sont fréquentes toujours. Alors donc, oui, il sait pourquoi c'est en ce temps précis qu'il annonce son retour. Alors maintenant, est-ce que ce retour, dans quelle logique est-ce qu'il annonce? Est-ce que c'est un retour pour recéler les relations entre lui et le président actuel Tshisekedi, ou c'est un retour qui annonce l'effervescence d'une autre rivalité qui ne dit pas son nom, qui ne dit pas son nom. Alors donc, pour le moment, il se limite à des annonces servies comme façade, mais en réalité, il a son agenda. Alors cet agenda, en quoi est-ce que cet agenda pourrait être profitable pour le pays? Alors donc c'est en ce sens que Monsieur Samuel, permettez-moi, moi je ne veux plus parler pour parler, je veux parler pour toucher du doigt la source, la cause de tout ce qui nous conduit dans ces situations pareilles. Vous comprenez? Alors donc c'est dommage que tout ce que nous avons comme acteurs politiques n'ont pas cet esprit patriotique, cet esprit républicain, ils n'ont pas le souci de l'évolution de nos pays, des conditions de bien-être des populations, des peuples. Alors donc, quand c'est comme ça, ne soyons pas étonnés de toujours vivre des situations pareilles. Il n'y a pas que qu'en RDC. Vous avez entendu également à peine l'ancien président Alpha Condé libéré. Et qu'est-ce qu'il fait comme annonce? Il a toujours des intentions pour le pouvoir, alors que ce même Alpha Condé longtemps était opposant. Et une fois au pouvoir, pour question de troisième mandat, il va déployer les armées, les forces armées contre les populations civiles pour masse. Un opposant
un opposant, il va déployer l'armée contre les populations civiles. Alors donc, quelle est la différence entre eux? Même si vous me permettez pour chuter également, je me demande encore, quand nous prenons également le président Gbagbo de la Côte d'Ivoire, que cherche-t-il encore? Restons sur la RDC. Moi, j'avais une question parce que vous commencez par toucher du doigt avant d'ouvrir la parenthèse. Joseph Kabila dit vouloir rentrer, je le cite, pour trouver une solution à la situation sécuritaire et institutionnelle. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui en RDC d'envisager une quelconque solution sans lui? Monsieur Samuel, en temps normal, une solution sans l'ex-président Joseph Kabila, je ne veux pas oser, même si j'emploie cette expression, bon, elle n'engage que moi, mais force est pour moi de voir l'avenir que oui, effectivement, cette expression que j'aurais à utiliser ferait force, ferait de réalité. Alors donc, comme pour dire que ce serait du leurre que de penser trouver des solutions et concernant la session de la RDC en dehors de l'ancien président Kabila. Parce que, permettez-moi, quoi qu'on dise, moi je veux quand même saluer ce courage qu'il a eu d'accepter, laisser le pouvoir, passer le pouvoir au travers, même si c'est au travers d'un contrat au président Félix Tshisekedi. Maintenant, l'autre également, au lieu de toujours s'inscrire dans cette logique-là, non, au contraire, d'autres calculs l'ont emporté. Alors donc, face à cela, monsieur Samuel, qu'espérons-nous avoir? Donc, ça veut dire que il revient sincèrement au président Félix Tshisekedi de revenir à la raison, de se ressaisir. Parce que moi, quand j'ai entendu l'annonce du feu président, excusez-moi, de l'ancien président Kabila, j'ai espéré, j'ai cru que c'est un remouement entre lui et le président Tshisekedi, qui serait, comment dire, salutaire pour le pays, pour la sécurité, la question de paix et de sécurité dans le pays. Mais quoi qu'on dise, monsieur Samuel, même si nous parlons de paix et sécurité, quel instrument, quel outil, qu'avons-nous pour ce qui concerne notre paix et sécurité, si ce n'est pas les Occidentaux? Est-ce que vous pensez aussi que Joseph Kabila a son mot à dire dans un retour à la paix dans l'est du pays? Oui, j'ai voulu croire que s'il venait pour la paix, mais malheureusement, quand si vous voyez la position par laquelle Félix Tshisekedi veut entrer en RDC, vous allez constater que Félix Tshisekedi ne vient pas pour faire la paix avec Félix Tshisekedi. Il revient pour récupérer son pouvoir. Quand quelqu'un annonce son retour par l'Est de la RDC qui n'est pas sous contrôle, c'est là le pouvoir de Kabila se pose. Le problème est dans l'Est. Voilà. Pourquoi il va rentrer dans l'Est? Parce que l'Est n'est pas sous contrôle du pouvoir de Kinshasa. Donc, lui, ça veut dire que ceux qui sont vers ce côté qui animent les rébellions un peu partout, ce sont ces alcooliques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pendant son exil, il a pu être en contact avec plusieurs de ces groupes-là. Peut-être il a fait allégeance à ces groupes pour lesquels c'est ce groupe-là qui leur assure cette sécurité. Ça veut dire que Félix Tshisekedi dit déjà ne retourne pas en RDC pour chercher un partenariat avec Félix Tshisekedi, non, mais pour s'affiler à ces groupes rebelles-là et puis déranger le pouvoir de Kinshasa et revenir au pouvoir par les armes. Et c'est ça, c'est comme on l'a dit, c'est un militaire, il a passé 18 ans à la tête de la RDC. Et aujourd'hui, sincèrement, comme l'a dit mon frère d'en face, c'est ce qui nous déchire le cœur, parce qu'il y a cette culture patriotique n'est plus là. C'est les intérêts personnels. En fait, c'est le pouvoir. Félix Tshisekedi a soif de son pouvoir. Il veut revenir récupérer son pouvoir. Joseph Kabila. Donc, pour lui, actuellement, revenir, passer peut-être qu'il n'aura même pas la chance de passer par une élection quelconque pour revenir au pouvoir. Il ne pourrait pas, parce que je ne sais pas si Félix Tshisekedi va accepter pendant les candidatures, pour valider la candidature de Joseph à une quelconque élection. Il se voit non. Aujourd'hui, la seule alternative pour que Kabila revienne au pouvoir, c'est pas les armes.
Et c'est ça. Et c'est quelqu'un, il a été militaire. C'est ce qui fait que cette désertion au sein de l'armée congolaise vient de là. On ne peut pas nier que Kabila n'a pas son mot à dire. Il aura son mot à dire du côté positif, c'est lorsqu'il veut vraiment stabiliser, il veut la paix. Et s'il prend de la hauteur patriotique là pour voir l'intérêt du peuple congolais que l'intérêt personnel. Si réellement Kabila décide de faire la paix, de ramener la paix, je pense qu'il pourrait le faire parce que il y a pas mal d'officiers déserteurs de l'armée congolaise qui étaient ces officiers d'OTAN qui ont rejoint les groupes rebelles. Mais qu'est-ce que vous dites quand Kabila nie toute acquaintance avec le M23? C'est juste pour faire du surface parce qu'il sait. Mais l'autre là, Corneille Nangaa qui était son ami d'hier, ça s'affiche directement son allégeance avec ce groupe. Et les officiers déserteurs de l'armée congolaise sont des officiers de Kabila. Aujourd'hui, mais dites-moi, Kabila, quelle sécurité de passer par l'est du Congo pour rentrer dans son pays? Si lui-même, il sait que de son côté-là, il est rassuré. L'insécurité totale, il est en pleine sécurité. Il sait que sa sécurité est assurée. Ça ne peut passer par ce côté-là pour faire son entrée. Oui, un rebondissement pour encore enchérir un peu votre position. Vous savez, monsieur Samuel, le président Kabila, en acceptant ce contrat avec le président Tshisekedi, et je crois que tout à l'heure vous avez mentionné, et nous savons tous, depuis la présence de Joseph Kabila au pouvoir à la tête de la RDC, il y a des cellules de rébellion. Alors, ces cellules de rébellion, mais écoutez, c'est tellement que ce sont des garde-fous. Ce sont des éléments que le président Kabila lui-même, il a institué, façonné de toutes pièces, et ça constitue des garde-fous au cas où. Et le contrat qu'il a pour passer la main à Tshisekedi, il s'avérait qu'il voudrait passer outre. Alors donc, quand il voudra passer outre, voilà donc ces cellules-là qu'il a. Mais il y a beaucoup de groupes rebelles qui sont bien antérieurs, parfois même à Kabila lui-même. Bon, écoutez, que cela ne vous échappe pas non plus, que le feu Kabila perd. Comment est-ce qu'il a cédé au pouvoir? C'est à travers une rébellion. C'est pas les armes qu'il a renversé et je crois Mobutu pour accéder au pouvoir. Alors donc je crois que son fils également s'inscrit dans ce même schéma. Et moi, bon, je dis que c'est des garde-fous, c'est des cellules dormantes qu'il a créées de toutes pièces déposées au cas où l'autre ne voudrait plus passer outre leur accord. Alors donc ces cellules dormantes là vont se lever, se réveiller, puis voilà. Et comme l'a dit monsieur monsieur Lacmon, mais pourquoi est-ce que son entrée et son retour est annoncé au travers de l'Est de la RDC? Alors moi je pense que est-ce que il revenait à Kabila de prendre l'initiative d'un dialogue ou bien plutôt à Tshisekedi? Alors moi je pense que si Tshisekedi échoue à le faire, vous savez, Tshisekedi aussi, il a promis beaucoup de choses, mais jusque-là, les Congolais attendent toujours. Ah, c'est ça. Le Qatar a essayé de faire parler les deux chefs d'État rwandais et congolais. Jusque-là non plus, ça ne donne rien. Il y a une médiation togolaise qui est annoncée. Il est très fort probable que ça ne donne non plus rien du tout. Donc, on ne voit pas vraiment Tshisekedi, la solution Tshisekedi. En conclusion, monsieur Samuel, tout ce monde-là, ils n'ont pas le sens de patriotisme, ils n'ont pas le sens de l'esprit républicain, ils n'ont pas le sens de l'esprit de la valorisation, le respect des droits humains. Tout ce qui les importe, c'est les intérêts éphémères, les intérêts précaires, les intérêts de l'heure, qui sont seulement, malheureusement, inutile. C'est dommage. Parlant d'intérêt, Joseph Kabila a aussi refusé de rejoindre les consultations pour la composition d'un gouvernement d'union nationale à l'appel du président Félix Tshisekedi. Ça veut dire aujourd'hui, clairement, entre les deux hommes, c'est la rupture totale? Oui, il y a eu déjà ce clivage. C'est pourquoi j'ai dit, vous voyez que ça confirme l'intention de Joseph Kabila, parce que pour lui, il n'est plus question d'un dialogue, c'est de passer en force pour récupérer son pouvoir. Un quelconque dialogue pour entrer au gouvernement lui tarderait, ça va lui prendre du temps. Pour Kabila, aujourd'hui, c'est le seul moyen pour revenir au pouvoir, il faut passer par les armes. Et c'est ça, il veut s'installer dans l'Est pour
pour animer cette guerre jusqu'à rendre le pays ingouvernable. Vous voyez, quand vous avez parlé de pourquoi Félix Tshisekedi n'a rien fait, qu'est-ce qu'il doit faire quoi? Le pays est ingouvernable. Il est arrivé là où le Congo est dans un état ingouvernable. Il est désemparé. C'est un président qui se cherche partout, mais finalement, il va faire quoi? Qu'est-ce qu'il peut faire actuellement dans cet état-là? Et tout ça là, a été prémédité par les Kabila. C'est comme l'a dit mon frère Nkounou, c'est parce que Kabila savait qu'un jour, il devait revenir au pouvoir. Il avait deux choses. Soit Félix Tshisekedi respectait les accords par lesquels ça pourrait lui permettre de revenir au pouvoir par une élection, mais cette option n'est plus, je ne pense pas possible. Il sait qu'il ne peut plus revenir au pouvoir de Kinshasa par les élections. Et là, il avait éparpillé des rébellions en disant que ces rébellions le menaçaient, mais non, c'était des garde-fous pour assurer son arrière. Aujourd'hui, voilà, il dit son entrée c'est par l'Est, c'est pour aller rester avec ses amis, secouer le pouvoir de Kinshasa jusqu'à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, l'appel de Félix Tshisekedi, je ne pense pas que ça va donner quelque chose. Il cherche des solutions, il veut, quand on parle de dialogue, même si on appelle à former un gouvernement d'union nationale, c'est aussi un appel à dialoguer. Ou bien, c'est pourquoi Kabila va refuser cet appel-là. C'est parce qu'il ne veut plus entendre du dialogue. Pour lui, c'est le seul moyen pour revenir, c'est pas la force. On a beaucoup parlé de Kabila, mais Tshisekedi lui-même aujourd'hui, il a quelle carte en main? Non, c'est pas pour couper, mais la carte, c'est que le pays est ingouvernable. C'est lui le président. Mais depuis 7 ans, il a pris une armée un peu fractionnée. En 7 ans, il aurait pu reconstituer une armée, équiper son armée. La RDC n'est pas un petit pays. Je sais. C'est un pays. Mais c'est un pays aussi que Mobutu a gouverné de main de fer. Oui, mais il n'y avait pas tout ce désordre non plus. Et sous l'ère Kabila, c'est un militaire. Mais Félix Tshisekedi n'est pas militaire. Et au premier mandat, vous avez vu comment ils se sont partagés les pouvoirs. Il n'avait pas plein pouvoir. C'est lorsqu'il est revenu au second mandat, il voulait vraiment s'installer pour asseoir peut-être son idéologie politique. Voilà que on lui rend un pays ingouvernable. Aujourd'hui, on peut pas. Moi, je suis pas un partisan de lui, mais on peut pas l'accuser. Il a pris son premier mandat à partager les pouvoirs avec les autres. Au moment où il veut s'installer véritablement pour récupérer ces pouvoirs-là, on lui rend un pays ingouvernable. Qu'est-ce qu'il va faire? Aujourd'hui, il fait face aux rébellions, la désertion de temps en temps de l'armée, cette armée qui pendant son premier mandat, l'a fait comme s'il était de son côté. Voilà cette armée-là qui déserte en faveur de la rébellion. La même question, qu'est-ce qu'il va faire actuellement, Félix Tshisekedi? Monsieur Samuel, vous savez, en toute sincérité, laissez-moi nous dire que nous jouons avec notre Afrique. Nous jouons avec nos pays. Alors donc, quand nous sommes dans du folklore, dans de l'amusement, mais il n'y a que cela. Et quand les gens se confondent à leur pays, bon, même s'il faut prendre Kabila également, c'est quoi cette question? Tu as ce schéma. Tu as passé 18 ans à la tête du pays. Bon, maintenant, tu fais un passe-main de façade, et c'est quoi cette histoire de passer la main avec accord, et bon, quand l'autre ne respecte pas cet accord, alors donc du coup il faut remettre le pays ingouvernable parce que c'est soir, et quand c'est pas soir, donc il faut que ça soit le désastre. Donc avec cette mentalité là, monsieur Samuel, que pouvons-nous faire réaliser d'extraordinaire? Et moi ça m'attriste, parce que quoi qu'il en soit, que ça soit Tshisekedi avec l'armée congolaise régulière, que ce soit les rébellions, tout ce qui déploie comme armement, etc., nous sommes incapables de les produire nous-mêmes. Et ça ne nous soucie, ça ne nous donne pas de soucis. C'est grâce à d'autres qui bougent leur tête pour fabriquer tous ces armements-là. C'est grâce à eux que nous les acquérons. Et quand nous les avons, c'est pour nous détruire, c'est pour nous anéantir, c'est pour retarder nos pays. Ça veut dire qu'il y a un problème avec nous, nous devons en prendre conscience. C'est une question de responsabilité. Tant que nous allons manquer de prendre nos responsabilités vis-à-vis de nos pays, vis-à-vis de la valorisation de notre propre race, vis-à-vis de nous, mais ne soyez pas
pas étonné que nous restons toujours dans cette tergiversation, à tourner en rond, et avec un statut de consommateur, point bas, incapable même de produire même une aiguille, un seul gaz lacrymogène, et c'est tout ça, ce cinéma-là. C'est nous aussi également, aujourd'hui, nous créons haro sur les blancs, etc., qu'ils n'ont qu'à nous laisser tranquille. Alors donc, quand c'est comme ça, et aussi ils vont se mettre dans des dialogues de façade, mais sans vouloir, parce que cette situation en RDC, cela n'est pas compliqué pour les Occidentaux s'ils veulent intervenir pour stopper que ce soit les rébellions, etc., pour agir. Mais non, ils vont jouer le jeu avec vous. C'est vous qui créez l'indépendance, c'est vous qui créez, etc. Donc ils vont vous laisser et vous allez toujours vous entretuer, vous entredéchirer, vous détruire, etc. Parce que vous n'avez pas d'idéal. Et vous naviguez à vue. Vous ne savez pas où vous voulez aller. Alors donc c'est ça. Et c'est ce que nous faisons de l'Afrique. Moi je nous demande même, est-ce que nous méritons même cette Afrique, ce continent africain? Est-ce que nous méritons ce continent africain-là? Et nous peinons à le lever, à le valoriser, à nous faire respecter dans ce monde. Vous n'avez pas répondu à ma question. Il a quelle carte en main? Non, mais c'est Samuel. Quelle autre réponse? C'est quand les gens sont dans des conditions pareilles, il a quelle carte en main? Je vous dis, l'armée congolaise est armée grâce aux Occidentaux. Tout ce que vous avez comme technique, matériel, etc., c'est grâce aux Occidentaux que vous les avez. Alors vous-même, vous avez quoi? La seule carte que nous, Africains, on peut avoir en main, c'est d'aimer nos pays. Et tu ne peux pas prétendre aimer ton pays sans l'esprit d'acceptation mutuelle, te voir au travers de ton frère. Alors quand tu te vois au travers de ton frère, l'esprit de solidarité, de solidarité, d'union doit prévaloir. Et en ce sens-là, les coups bas, les mauvaises foi et tout ça là ne vont plus prévaloir. Au contraire, vous êtes unis autour de la patrie, autour de la nation, pour votre intérêt à tous. C'est ça la vraie solution. Mais tant que nous n'arriverons pas à cela, mais écoutez. On va passer au second sujet maintenant, c'est le Gabon. C'est aujourd'hui 12 avril 2024 que les Gabonais sont aux urnes pour élire un nouveau président de la République. Le prochain président se choisit parmi 8 candidats. Cette élection intervient 19 mois après le putsch d'août 2023 qui a renversé la dynastie Bongo pour instaurer une transition pilotée par les militaires. Parmi les premiers à aller voter, le candidat Guy Brice Clotaire Oligui Nguema qui a laissé cette phrase que le meilleur gagne. C'est ce qu'il a lancé donc au moment où il déposait son bulletin dans l'urne. 920 000 électeurs sont attendus toute cette journée de samedi aux urnes. Les bureaux de vote seront ouverts jusqu'à 18h. 3037 bureaux de vote, dont 96 à l'étranger, donc sont répartis dans ce petit pays de l'Afrique centrale. Est-ce qu'on va dire, Yaounoukoun, qu'une page va se tourner aujourd'hui dans l'histoire politique du Gabon? Non, mais monsieur Samuel, la page du Gabon a déjà tourné depuis le putsch. Bon, vous savez, moi, et de par un principe démocratique, républicain et de droit, les coups d'État, moi, je ne trouve jamais de justification en coup d'État. Bon, mais et pour ce qui concerne le général Oligui Nguema, ça, je ne vais pas le qualifier de coup d'État. Ce n'était pas un coup d'État. C'était une révolution. C'était une action pour venir corriger des dérives. Pour venir corriger des travers, parce que l'ancien président Ali Bongo, qui ne remplissait plus des conditions physiques et appropriées qu'il faut en tant que président, en tant que dirigeant, mais qui s'entêtait toujours à se maintenir au pouvoir. C'est ça notre nature africaine là, c'est ça, à se maintenir et aussi au travers des élections frauduleuses. Donc, le général Oligui Nguema, il a été comme un héros, comme étant un messie pour le Gabon. Il a été comme un messie. Bon, maintenant, ça c'est d'un. De deux, lorsque, au travers d'un dialogue, il fallait maintenant revoir les termes de la constitution gabonaise, quand vous voyez un peu tout ce qui est mentionné, non, tout ça, c'est de nature à, comment dirais-je, à encourager cet esprit d'union, cet esprit de solidarité, parce que même la classe politique a beaucoup apprécié les termes des dispositions qui sont contenues dans cette constitution-là.
Bon, maintenant, moi, j'aurais quand même aimé que, pourquoi pas, il aurait pu faire montre d'une certaine hauteur, grandeur, et témoigner qu'il est venu trouver une solution à une certaine situation alarmante. Parce que, en réalité, il faut le dire, le président Ali Bongo, il n'y a que des gens qui ne sont préoccupés que par des intérêts ignobles, obscurs, qui s'agglutinent autour de lui pour dire qu'ils le soutiennent. Et ça n'a pas dans l'intérêt, dans l'image, la bonne image du Gabon. Alors donc, il pouvait dire, je conduis cette transition, mais à terme, je prends mes distances parce que je suis venu accomplir une mission et ma mission elle s'arrête avec les élections pour que les Gabonais décident, choisissent celui qui leur convient pour continuer dans la mesure où déjà il y a une constitution qui est déjà scellée. Alors bon, maintenant ça peut aussi être possible que là où bon, le fait, la réalité est que il est candidat aujourd'hui. Bon, maintenant étant candidat, c'est pour s'assurer que tout ce qui a été contenu dans la nouvelle constitution, la mise en œuvre, il faut poser des bases. Il y a des bases parce que bon, l'autre fois je l'ai encore écouté, je crois que même dans le fonctionnement de l'administration, il y a des pratiques, des pratiques obscures et de détournement, etc., dont il a touché du doigt. Bon, est-ce que il voudrait plutôt se mettre dans une posture de légitimité, c'est-à-dire avoir l'assentiment, le choix du peuple pour maintenant en pleine légalité, en pleine dignité, maintenant aller à fond pour corriger et terminer un travail qu'il a entamé depuis la révolution, et maintenant après cela se libérer, se retirer et tranquillement. C'est à voir, c'est la question. Mais si vous permettez, pour chuter, comme pour dire que aujourd'hui, dans le Gabon, il est l'homme providentiel. Il est le messie, il est le héros. Alors donc, moi, une chose qui me rassure, qui me fait plaisir, et que je peux même oser, même si c'est une affirmation maladroite, dire que, et quoi qu'il en soit, les Gabonais auront pour une fois la joie, le bonheur, la grâce d'avoir des élections transparentes, parce que le général Oligui Nguema, s'il est déclaré élu, ce serait au travers d'une élection transparente, c'est-à-dire que il a l'assentiment, il a l'audience au sein du peuple, et c'est avec un engouement que le peuple gabonais va monter au créneau pour le voter, et les élections et le choix des Gabonais serait ainsi respecté en toute dignité. En tout cas, au moment où nous faisons cette émission, autour de 13h moins, les élections se passent plutôt très bien, d'après les informations qui nous sont remontées avant le début de cette émission. La mobilisation également autour de la mi-journée semble être au rendez-vous. Est-ce que Dominique Lacmon, pour cette première élection sans un Bongo candidat, vous direz simplement que pour Oligui Nguema, c'est juste une formalité? Justement, une formalité. Moi, je suis tout à fait d'accord avec les compliments de mon ami au profit du général Oligui Nguema, mais moi je veux lui faire savoir que Oligui Nguema c'est un fin produit du régime Bongo. Mais dire, je vais revenir à sa première question, si l'ère Bongo est tournée, je dis non. C'est le même système qui est encore mis en place, sauf que Oligui Nguema est en train de rendre compte à ses amis d'hier qui ne lui faisaient pas. Disons, quand vous êtes dans un parti politique, c'est pas parce que vous êtes ensemble dans un même parti politique que vous avez des acquaintances qui peuvent être c'est-à-dire qu'ils peuvent être les mêmes, hein. Il y a des divergences, il y a des guerres de leadership. Aujourd'hui, Oligui Nguema fait la fête avec les ex du régime Bongo qui était de son côté, il sait quels étaient ses amis d'hier, c'est eux qui travaillent avec eux, et les autres
qui pour lui constituait, c'est comme si dans un parti politique il y a ces clivages là, hein, ces groupes d'amitié qui se naissent au sein d'un même parti. Et aujourd'hui, Brice Clotaire Oligui Nguema est en train de rouler sur le Gabon avec ses amis qui étaient entre-temps tous des régimes Bongo. Donc je ne vois pas en quoi les Gabonais vont s'entendre à un nouveau changement. Non, Oligui Nguema aussi, après son coup, il est venu pour s'installer et diriger. Et c'est le même principe. Vous avez vu pendant ces campagnes, un président qui est conscient de soucis de son peuple, s'illustre à un artiste. Je ne sais pas si c'était un artiste ou un artiste. Il n'y a pas de la responsabilité. C'est vrai. Quand il est arrivé, c'est vrai qu'il doit montrer aussi qu'il est en bonne forme. On l'a vu sauter en parachute, c'est ce que je voulais dire. Du breakdance, tout ça c'est bien. Je vous dis, vous voyez un homme c'est une présidence normale. Qui est incohérent, il y a de l'incohérence dans sa manière de faire. D'abord, quand il a pris le pouvoir, il dit qu'il va rendre le pouvoir aux civils. Aujourd'hui, il dit aux gens qu'il est civil. Mais malheureusement, c'est lui qui un commando parachutiste qui démontre aux gens à travers un parachute, son saut en parachute, son saut en parachute qu'il est en forme. Un civil ne peut pas faire un saut parachute. Donc c'est pour dire qu'il est encore un général. Montrer qu'il est différent de Ali Bongo, le maladif. Non, le maladif. Pour une fois, les Gabonais vont avoir un président solide. C'est pour dire qu'il il est toujours militaire et qu'il est en forme pour continuer son travail de militaire. Bon, c'est votre interprétation. Non, moi je ne veux pas. C'est pour dire qu'il y a une élection, c'est une formalité pour moi. Il y a pas match. Vous avez vu les moyens qu'il a utilisé. Justement, vous touchez aussi un point important. C'est quand on analyse un peu la campagne électorale, on a eu véritablement l'impression, parce que je l'ai dit, il y a 8 candidats en liste, dont une femme, mais je dirais que les favoris, c'est Oligui Nguema et puis l'ancien Premier ministre Alain-Claude Billy-Binzé. Mais quand on compare la campagne, il y a une débauche de moyens du côté de Oligui Nguema. Justement, c'est pourquoi je dis que quand on dit que c'est une autre ère, une nouvelle ère que Oligui Nguema entame, je dis non. Il a hérité ce boucan de son prédécesseur, son maître challenger, Ali Bongo, qui était aussi un artiste. Un artiste chanteur et un DJ. Donc tout ça là, c'est l'ADN du Parti démocratique gabonais. Laissez-moi chuter d'abord, parce que quand vous voyez sa campagne, je voulais la campagne que Brice Clotaire a fait, mais j'ai vu que tout ce qui était du passé, il s'endossait ça à Alain-Claude Billy-Binzé. Il prenait Billy-Binzé comme le responsable de tout le règne, de toutes les accusations qu'on portait au règne Ali Bongo, comme si lui, il était quelqu'un qui n'était pas dans ce système-là. Donc, en réalité, non, mais il fait du surface juste pour fuir une responsabilité que lui-même, entre-temps, était inclus dans ces débauches des moyens de l'État, de détournement, de tout ça là. Donc, lui, il ne faut pas que les gens lui fassent confiance et lui croient, comme l'a dit Nkulu, que c'est un messie. Il n'est pas un messie, c'est toujours la même chose. C'est un deuxième à la fin, à 17h, je l'ai dit, qui est arrivé et les Gabonais vont apprécier à la suite. 17h, temps universel, 18h, heure locale, les bureaux de vote vont fermer. Je l'ai dit, quand on regarde, on compare un peu la campagne des 8, à part Alain-Claude Billy-Binzé qui est un tout petit peu visible, on n'a que Oligui Nguema. Donc, il a plus de chances de gagner. Maintenant, on doit regarder avec quel score il va gagner, voir le taux de participation aussi. Monsieur Samuel, il y a une évidence. Bon, même si c'est vrai que mon co-débatteur, monsieur Lacmont, a été quelque peu dur, très dur contre le général. Bon, il n'est plus général, je crois qu'il a démissionné de l'armée. Donc, monsieur Oligui Nguema, ça, c'est ce que j'apprécie d'ailleurs, parce que les tests disent, lorsque vous êtes citoyen, même si vous êtes militaire, vous aspirez à diriger, démissionner de l'armée, aller à la rencontre du peuple
Quémandez le suffrage, et si le peuple vous plébiscite, voilà, vous devenez président. Et je crois qu'il s'est plié à cette... Il cherche quoi dans l'avion militaire pour faire son shit parti-shit là? Il cherche quoi? Il a utilisé l'avion militaire. Non, c'est pour le pays. Un président comme Donald Trump, il prend l'avion militaire. Non, mais il n'est pas encore président. Bon, donc, comme pour dire que, monsieur Samuel, vous savez, c'est vrai que le général Oligui Nguema, bon, il y a beaucoup, ils ont initié des canaux de communication pour révéler, même jusqu'aux citoyens lambda, les citoyens qui étaient les délaissés, qui étaient les pauvres, les victimes de ce régime-là, d'Ali Bongo. La communication a touché tous les citoyens pour ce qui concerne tout ce qu'il a porté comme réforme. Et il n'y a pas que les Gabonais, même au sein de l'Afrique, lorsque les gens entendent les décisions qu'il prend par rapport à la Constitution, par rapport à ceci et par rapport à cela, ça a vraiment rodéré son blason. Mais on estime que durant sa campagne, enfin durant sa transition, qu'il a aussi énormément endetté le pays. Monsieur Samuel, non, moi je pense que ce n'est pas de bonne foi de faire de telles affirmations, parce que s'il faut comparer ceux qui ont passé combien de temps à la tête du Gombo, et lui qui vient à peine du Gabon, et lui qui vient à peine, non, je pense que ce n'est pas de bonne foi. Moi je préfère même ne pas me prononcer sur cet aspect ou bien ces affirmations. Non, mais en 2024, la dette publique était à 73,3% du PIB, et c'est énorme. On a encore aujourd'hui beaucoup de défis à relever, chômage, l'électricité, dans un pays producteur de pétrole, l'électricité est aux abonnés absents, coupure d'eau, routes dégradées, transport public insuffisant, manque d'écoles, hôpitaux défaillants. Ça fait qu'il a multiplié beaucoup de promesses. Vous pensez qu'il va pouvoir, s'il est élu, accomplir ses promesses? Nous espérons. C'est ce que je dis. Vous avez touché le point sensible. Vous savez, le général Oligui Nguema, c'est un général aussi intelligent. D'accord? Mais ce que vous avez parlé de l'endettement du Gabon, il s'est appuyé sur cet endettement pour flatter les Gabonais. Ouais. Donc Oligui Nguema, pour dire qu'il était, comme le qualifie mon ami Nkounou, qu'il a été un messie, a ouvert plusieurs chantiers. Il a ouvert des routes, des trucs, mais ce sont des chantiers qui, je sais pas, d'autres peut-être ne connaîtront même pas l'aboutissement heureux, parce que tu ouvres un chantier, tu ne clôtures pas, tu vas ici, tu ouvres un autre chantier, il a ouvert un peu de chantier partout. Et il a distribué beaucoup de taxis aux jeunes, mais ça fait aussi poser beaucoup de questions. Pour faire croire aux Gabonais que c'était... au Gabon. Oui, pour faire croire aux Gabonais qu'il était un messie. Mais vous allez voir, attendons voir après son élection, est-ce que tous ces chantiers vont continuer? Est-ce que Brice Clotaire Oligui Nguema va continuer avec des chantiers un peu partout? Non, il n'aura pas de moyens, parce que le Gabon, il va endetter le Gabon, et à un moment, lorsque vous êtes plus endetté, les bailleurs de fonds ne feront plus confiance. Donc, ça veut dire que son début, c'était juste un plan de flatterie pour que le peuple gabonais puisse lui faire confiance, et puis pour tracer sa route vers le pouvoir. Je pense que c'est sa stratégie. D'accord. Voilà. Monsieur Samuel, vous savez, le général, pas général, monsieur Oligui Nguema, il a fait sa campagne électorale avant la campagne électorale. Et je crois que c'est ce que fait également l'un de ces gens-là de l'AES, qui ils initient des gens des canaux de communication pour endormir, pour manipuler les populations, pour redorer le blason, avoir de l'audience, etc. Je crois qu'il a fait sa campagne avant la campagne électorale. Quoi qu'il en soit... Mais il a utilisé les moyens de l'État. Il a endetté l'État pour faire la campagne. Quoi qu'il en soit, nous attendons vraiment qu'il apporte du résultat pour ce qui concerne l'évolution du pays, pour ce qui concerne l'épanouissement des populations, pour ce qui concerne les questions sociales, etc. Et surtout, il faut que l'ambiance politique connaisse un changement dans lui et son règne par rapport à ce que le Gabon toujours connu sous les bongos.
Voilà, surtout, il ne faut pas que de Messi ou bien des héros, ils se transforment en, prêtez-moi le mot, en goulot d'étranglement pour l'opinion, pour l'expression libre, pour l'expression démocratique, pour l'expression populaire et pour également, surtout, moi en tant que société civile, pour surtout la valorisation et le respect des droits humains. Voilà. Alors donc il ne faut pas qu'il devienne un goulot d'étranglement pour ce qui concerne la valorisation, le respect des droits humains. Bon, moi, c'est pour le moment, je ne peux pas aller en conclusion, je ne peux pas condamner, je ne peux pas crucifier. Donc nous sommes dans l'observation de voir, mais dans l'espérance et de constater que tout ce qu'il a annoncé comme action depuis la révolution et au travers des travaux, des dialogues qu'il y a eu, alors donc nous attendons vraiment de voir qu'il y a une suite jusqu'à ce que dans un avenir proche, que cette alternance-là survienne de façon pacifique, libre, comme nous avons toujours eu la grâce au moins de le voir au Bénin où depuis la conférence nationale, leur conférence nationale, nous n'avons plus constaté qu'il y a des tensions politiques au point où des gens, même dernièrement, nous avons écouté le président Patrice Talon dire que mais non, il ne touchera pas à la Constitution pour un quelconque troisième mandat. Alors donc, vivement que cette parole donnée soit respectée et que nous notions au moins des exceptions dans notre Afrique là qui se cherche, qui navigue à vue, qui divague, et qu'il y a au moins des références et que ces références là servent de leçons, servent d'éléments qui permettent quand même de comprendre que non, il nous faut aller dans un idéal, dans une orientation qui nous permet de nous élever, de nous valoriser. Alors, je le disais, les bureaux de vote seront fermés à 18h heure locale et certainement dans la semaine, on aura les résultats et le samedi prochain, on sera justement ici pour analyser les résultats et voir un peu les chantiers qui se présentent au nouvel homme fort du Gabon. On va marquer la pause, si vous permettez, 10 minutes pour suivre ensemble le journal à la mi-journée et nous revenons pour la deuxième partie.